Qui sont les instigateurs du harcèlement en réseau? Après une vingtaine d'années d'observation, 12 années de recherche et le regroupement avec de très nombreuses sources d'informations inhérentes à tous ces processus et comportements associés, je peux avancer avec certitude une implication conjointe d'entités gouvernementales comme les renseignements généraux et des réseaux de pouvoir. Cette information est corroborée par les documents de Nicolas de Surmont, consultant en criminologie et intervenant auprès d'organisations policières et de renseignements généraux de plusieurs pays. Les informations qu'il publie sont en particulier basées sur des enquêtes menées auprès des services de police, notamment la police scientifique et des renseignements généraux de plusieurs pays, France, Belgique, Canada, Italie, et l'audition de 13 victimes de harcèlement en réseau. Ces victimes viennent des milieux universitaires, professeurs connus, des milieux juridiques, magistrats, avocats, de la diplomatie et des banlieues françaises, harcèlement racial dans ce dernier cas. Ces documents constituent donc un condensé d'informations accessible à tous puisqu'en ligne. Je recommande de les lire en complément de mon dossier. Entre guillemets, à partir du moment où les services de renseignement et la police fédérale transmettent les informations liées aux écoutes téléphoniques aux effectifs terrestres comme les pompiers, les ambulanciers, les informateurs, puis les agents de sécurité, etc., il va de soi que le nombre de personnes impliquées dans la chaîne de transmission entraîne inévitablement à long terme la circulation de présupposés, de rumeurs discréditant à long terme la victime. Car la personne menacée bénéficie, pour ne pas dire subit, d'un régime de surveillance qui dépasse de loin celui d'un individu suspect. En effet, un individu suspect ne fait pas forcément l'objet d'une surveillance constante et en tout lieu. La pression sur la victime de harcèlement est donc plus forte que celle que subit un criminel surveillé. Cette prise de conscience est difficile à opérer pour les cibles qui n'ont aucun acte illégal à se reprocher et qui ne sont ni la reine d'Angleterre, ni le roi de Prusse. Mais la réalité est que cela peut tomber sur n'importe quelle personne qui peut être persécutée. À la base, le harcèlement criminel en réseau, entre guillemets, semble avoir été mis au point et pratiqué pour garantir la sécurité des citoyens et le respect des lois. Mais dans la réalité, les méthodes et technologies employées servent à harceler des cibles qui n'ont rien à et d'une façon plus large, à contrôler la société. Dans tous les cas, tout part d'une identification, d'énonciation de la cible. La personne est ciblée en rapport à une enquête criminelle. La cible est identifiée soit parce qu'elle est proche d'acteurs de la criminalité ou d'actions illégales, soit parce qu'elle réunit des caractéristiques qui permettent d'en faire facilement un appât pour des groupes. Cette technique est employée aussi bien pour démanteler des groupes terroristes que des réseaux de dealers et de dealers de drogue. Elle a même été mise en place autour de simples consommateurs de cannabis pour en remonter la filière. Les organisations militaires et policières agissent dans le secret pour mener ce type de mission, ce qui constitue une porte ouverte à tous les abus. Ils pratiquent des infiltrations bidirectionnelles. Cette double surveillance, celle des réseaux criminels et celle des agents de l'État, est gardée sous le secret avec utilisation de la personne à son insu. Déjà, dans ce cas de figure, cette pratique de ciblage présente une dimension insidieuse de harcèlement qui a déjà été caractérisée ou fait l'objet de tentatives de caractérisation dans les services concernés. La personne ciblée n'a rien à voir avec une enquête criminelle à la base. Bien que n'ayant rien à voir avec les situations citées ci-dessus, la personne est au départ ciblée par un individu, et ou une organisation, et ou un réseau pervers voulant étendre la malveillance à son encontre, utilisant et remontant les ramifications du système réseaufié.
Un harcèlement classique, entre guillemets, peut ainsi passer à un harcèlement par des réseaux et finir en harcèlement d'un méta-réseau avec des moyens tellement énormes qu'ils sont impossibles à envisager par la plupart des gens. Seuls ceux qui auront une démarche volontariste pour ouvrir les yeux, et souvent avec un long parcours, pourront accéder à la compréhension. Bien évidemment, ce document leur offre un raccourci. Dans tous les cas, il y a eu une dénonciation qui, au regard de la structuration de la société réseau et de la perversité de ceux-ci, expose tout un chacun à être confronté à ces pratiques, et également à considérer le développement de la pratique du fichage des individus. Tout le monde est fiché par de multiples biais, et ceci depuis bien avant l'arrivée d'Internet, qui booste cette pratique. Certains sont portés sur des listes, des sortes de blacklists, totalement illégalement, mais en pratique courante. Les instigateurs font tourner ces listes via certains réseaux. Elles sont utilisées entre autres par les entreprises pour ne pas faire travailler les cibles ou pour tenter de les utiliser avec des intentions délictueuses ou criminelles en cherchant à profiter de la fragilité sociale dans laquelle la cible est maintenue par le gang stalking. Cette discrimination, contrairement à d'autres relatives au racisme et à l'âge par exemple, n'est jamais reconnue ni même mentionnée. Le gang stalking fonctionne comme un système de raquette qui cherche à obtenir la soumission, que la personne se laisse vampiriser, et souvent des faveurs sexuelles par la contrainte mentale et systémique. Le principe de ce harcèlement en réseau est basé sur la tyrannie, l'intimidation et la propagation de fausses informations sur la cible visant à légitimiser le harcèlement. À chaque fois que la cible se déplace, des informations privées ainsi que des mensonges et des rumeurs sont transmises dans la nouvelle communauté et la surveillance systémique ainsi que le harcèlement se poursuivent. Les instigateurs anticipent sur la défense potentielle de la cible et font en sorte de court-circuiter en amont toutes les défenses qu'elle pourrait mettre en œuvre, et en particulier en anticipant sur la preuve. C'est pour cette raison qu'il est tellement difficile de le prouver. C'est parce que toute la stratégie repose sur le déni et en même temps que sur l'isolement de multiples manières afin que la cible ne puisse pas avoir de soutien. Entre guillemets, l'espionnage et le contre-espionnage, lorsqu'ils ne s'inscrivent pas dans une démarche juridique réquisitionnée par un juge d'instruction, relèvent tous deux de ce qu'il est courant de nommer la spirale politico-mafieuse, vers une problématique du harcèlement criminel en réseau, page 9. Entre guillemets, certains membres de réseaux criminels sont infiltrés dans les corps policiers ou les services secrets. Entre parenthèses, vers une problématique de harcèlement criminel en réseau, page 13. Entre guillemets, l'une des stratégies qui vise l'efficacité d'un harcèlement consiste à récupérer des éléments d'information dans la vie privée de la victime à l'insu de tout témoin, sinon des membres de l'organisation criminelle s'il s'agit d'un harcèlement émanant de la criminalité politique. Entre parenthèses, vers une problématique du harcèlement criminel en réseau, page 24. Les réponses en miroir, entre parenthèses, SIC, font partie de ces techniques de contre-espionnage qui sont employées dans le harcèlement en réseau sur des cibles innocentes, ainsi que la diffusion de ces indices de vie privée par différents canaux, dont les médias, dont les émissions télévisées, sous la forme de messages cryptés. Entre guillemets, d'après les informations recueillies, ce serait le service des communications des ministères de l'Intérieur, prolongement du discours des services de renseignement, qui rapporterait aux médias les informations cryptées
qui servent d'ingrédients au macro-contre-espionnage. Entre parenthèses, vers une problématique du harcèlement criminel en réseau, page 10. Concernant le pourquoi et la manière dont une personne est ciblée, se reporter à ce même document et lire le chapitre sur l'utilité d'une victime d'espionnage et de harcèlement moral en réseau. Et notamment, entre guillemets, on peut s'imaginer qu'une personne traquée simultanément par les forces de l'ordre et les réseaux de criminalité apolitique représente pour l'État une excellente source de renseignements pour palper le rendement de sa politique de sécurité et de prévention. Ainsi, la victime de harcèlement moral en réseau sert les fins de l'État, comme une sorte d'esclave politique. Entre parenthèses, vers une problématique du harcèlement criminel en réseau, page 11. Entre guillemets, mais la grande difficulté à laquelle est alors soumise la victime est lorsque les membres des réseaux sont au sein même des ministères. Entre parenthèses, criminalité politique. L'État se trouve alors victime de lui-même et de l'opinion publique, victime d'un État corrompu. Entre parenthèses, vers une problématique du harcèlement criminel en réseau, page 17. Ce qui ressort de l'analyse des stratégies de harcèlement criminel, c'est que, sur la base d'éléments suspects récurrents, on peut effectivement remarquer un lien entre le harcèlement et les membres d'un réseau organisé et liés par des intérêts communs, entre parenthèses, représentant des forces de l'ordre, tentant de camoufler la preuve ou membres de réseaux mafieux agissant en guise de représailles, entre parenthèses, fermez les guillemets, entre parenthèses, vers une problématique du harcèlement criminel en réseau, page 20.